Donald Trump, donc, qui déclare une guerre commerciale au monde entier, entraînant eh bien, les États-Unis et aussi le reste de la planète dans l'incertitude économique. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. C'est vrai que Washington, on l'a dit un peu hier, mais c'est bon de le rappeler, n'avait jamais érigé de telles barrières douanières depuis les années 30. C'est vraiment un séisme économique. La mondialisation vraiment est terminée. Le libre-échange va changer de visage. Alors le libre-échange va changer de visage, ça c'est sûr. Après, le reste, c'est plus incertain, parce que évidemment, on sait que Donald Trump, s'il a une ligne qu'on commence à voir et qui est assez constante, à l'intérieur de cette ligne, il change quand même souvent d'avis et de position en fonction de ses intérêts. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis sont sur une ligne qui est finalement quelque chose qu'ils ont déjà connu dans le passé, qui est une tendance assez profonde de l'histoire américaine, qui est le retour à une forme d'isolationnisme. Les mesures qu'il a prises là, enfin en tout cas celles qu'il a annoncées en termes de droits de douane, ça va reconfigurer à la fois effectivement les relations entre les différents pays, les différentes zones du monde. On voit bien que là, Donald Trump a divisé le monde en trois, en gros. La zone Amérique assez épargnée, la zone européenne moyennement épargnée, et puis la zone asiatique qui, elle, est matraquée. Donc on voit bien qu'il y a déjà une forme de division du monde qui se produit, et ça va toucher non seulement évidemment tous ces pays qui commercent, mais aussi grandement les entreprises américaines qui avaient été les premières et les plus engagées dans la répartition de la chaîne de la valeur. On se souvient d'Apple et de son iPhone, évidemment, qui est fabriqué, qui est assemblé en Chine avec des composants qui viennent du monde entier, etc. Donc, toutes ces chaînes de valeur, elles vont être probablement complètement remodelées à la lumière de cette nouvelle. Mais remodeler, ça veut dire que Donald Trump, il peut vraiment rêver, voir revenir des usines fabriquer des iPhones sur le sol américain ou des Nike, non plus au Vietnam, mais sur le sol américain. C'est possible, ça? Alors ça semble hautement improbable, enfin en tout cas pour les Nike, ou à moins qu'il y ait un degré d'automatisation qui permette vraiment de le faire. C'est vrai qu'en ce qui concerne à la fois l'électronique, est vraiment une spécialité asiatique, notamment tout ce qui concerne son assemblage, et puis également le textile. C'est vrai qu'il y a eu énormément de délocalisation, et c'est pas certain que ça revienne. Alors il faut quand même relativiser tout ça. Il y a une légende urbaine qui veut que les États-Unis soient un pays totalement désindustrialisé. C'est complètement faux. Les États-Unis sont encore un très grand pays industriel en termes de part de l'industrie manufacturière dans le monde. Ils sont juste derrière la Chine et largement devant l'Allemagne. Donc c'est un pays où il y a encore beaucoup d'usines, où on fabrique des choses. La différence et qui donne cette impression de désindustrialisation, c'est que le secteur des services aux États-Unis s'est tellement développé à tel point que effectivement la part de l'industrie dans le PIB a baissé de façon très forte. Mais les États-Unis ont encore énormément d'usines sur leur territoire, même si effectivement toute une partie de l'activité, notamment en ce qui concerne la technologie, est largement partie en Asie. Mais si les usines ne reviennent pas d'Asie sur le sol américain, ça veut dire qu'en attendant, les Américains vont payer plus cher leur habits, leur électronique, leur voiture. Ouais, ça c'est une certitude. Ouais, c'est une quasi-certitude. C'est-à-dire que ce qu'on sait, parce que ça, on a quand même un petit peu d'historique. Donald Trump, il a déjà fait un mandat, et au début de son mandat, en 2018, il a imposé des tarifs qui ne sont pas si éloignés que ceux qu'il a imposés ici. Sauf qu'après, il est revenu très rapidement par le jeu de négociation sur ses premières intentions de taxes douanières. Aujourd'hui, la position semble beaucoup plus radicale. Et elle semble aussi plus idéologique que simplement une forme de négociation pour avoir plus d'argent. Je crois que ça va beaucoup plus loin de ça. C'est vraiment une posture idéologique qui est en jeu. Donc il ne recherche pas nécessairement un deal. On a toujours entendu qu'il cherchait toujours une négo et un deal favorable aux Américains. Il ne recherche pas de deal, là, pour le coup? Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a la tactique, c'est-à-dire sa pratique, et puis il y a la stratégie.
En termes de stratégie, je pense qu'il est sur une vraie ligne idéologique, qui est celle de toutes les droites radicales dans le monde, qui est une ligne nationaliste, isolationniste, qui prône moins d'impôts et moins d'échanges, en gros. Et donc, ça, c'est la ligne, c'est celle qui est notamment popularisée par J.D. Vance, par exemple, son vice-président. C'est une ligne très idéologique et qui dit le politique, il est au-dessus du business, des affaires, et c'est lui qui dicte sa loi parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour le pays. Il y a derrière l'idée de contrer l'émergence de la puissance chinoise et de rester le leader mondial incontesté, mais en s'enfermant. Et puis ensuite, après, il y a la tactique. Et Donald Trump, on sait que il a écrit des bouquins là-dessus. C'est pas forcément un très bon homme d'affaires, mais par contre, c'est un deal maker. Il aime bien, effectivement, acheter, vendre, négocier. Et sa théorie en termes de deal, elle est assez rustique, on va dire. C'est le bras de fer, le rapport de force. Donc, je suis plus fort, j'écrase les plus faibles et j'essaye d'avoir un deal. Donc, finalement, ça se rapproche un petit peu de la stratégie de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que je frappe d'abord et je négocie ensuite parce que je pense que je suis en position de force parce que j'ai frappé très fort. Donc, effectivement, là, il va y avoir des négociations. D'ailleurs, tous les pays du monde sont en train d'ouvrir des négociations avec les États-Unis. Je ne sais pas s'ils auront assez de fonctionnaires pour traiter toutes ces négociations en parallèle. Hein. Je voyais ce matin, par exemple, qu'un des pays qui est très touché, par exemple, c'est le Lesotho, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Eh bien, ils ont des taxes de plus de 50%. C'est évidemment, ça va mettre en genou un pays qui est déjà d'une pauvreté absolue. Eh bien, voilà, la République du Lesotho, elle a envoyé un émissaire pour essayer de négocier à Washington. Donc, tous les pays du monde vont le faire. Mais en même temps, vous le dites, Philippe, vous le dites, c'est un bras de fer. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, parce que je crois que cette phrase, je l'ai sortie hier déjà, mais c'était Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, qui dit sur Fox News, le conseil pour les pays visés, donc Europe et Asie, ne répliquez pas, détendez-vous, encaissez le coup, attendez de voir comment la situation évolue, car si vous ripostez, il y aura une escalade. D'où ma question, qu'est-ce qu'on fait nous Européens? On riposte et on prend le risque de l'engrenage, ou on calme le jeu, et quelque part on se couche un peu. Ben voilà, ça c'est vous avez résumé complètement la problématique. C'est ça la question. Alors en fait, il y a en gros deux camps qui s'opposent. Hein. Il y a les entreprises et puis les économistes d'entreprises, de banques, etc., qui eux disent surtout ne pas répliquer. Parce que répliquer, c'est effectivement mettre le doigt dans l'engrenage. C'est ce qui s'est passé entre 1929 et 1933, et on a vu les conséquences absolument dramatiques, à la fois sur l'économie et puis sur la géopolitique. Donc, effectivement, répliquer, ça fait du mal à tout le monde. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a quand même les politiques et puis derrière, toutes les économistes un peu plus indépendants des entreprises qui disent oui, mais le problème, c'est que si on ne réplique pas, eh bien, on ouvre la voie vers des cessions à la fois de souveraineté, mais aussi économiques sans fin, puisque finalement, c'est eux qui auront le dernier mot, qui vont pouvoir imposer ce qu'ils veulent. Hein. On voit bien avec le Groenland ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis le plus fort, donc finalement, je vais racheter ce pays que je trouve stratégiquement important et tant pis pour le Danemark. Donc, on voit bien qu'il y a la voie, elle est très étroite dans le cas de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre guillemets, leur faire mal sans se faire mal à nous aussi au passage? Est-ce qu'il n'y a pas des mesures à prendre contre les géants du numérique, contre les services financiers américains? Il n'y a pas l'Amérique qui est largement excédentaire aussi sur tout ce qui est balance des services vis-à-vis de l'Europe? Tout à fait. Alors là, c'est l'éléphant dans la pièce, ou on va dire peut-être le point noir de toute la présentation de Donald Trump, c'est qu'il a complètement oublié, y compris dans ses calculs d'ailleurs de taxes douanières, hein, il a complètement oublié les services.
Les services, c'est pourtant beaucoup plus important que l'industrie, c'est énorme. Et pour les États-Unis, c'est absolument considérable. Les services, donc vous l'avez dit, les services financiers, et puis ce qu'on peut considérer comme des services, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du numérique. Netflix, par exemple, c'est à la fois du numérique et du service. Eh bien, effectivement, c'est pas la peine d'aller chercher de les taxer sur l'automobile ou sur des grille-pains ou sur des objets manufacturiers, parce que c'est pas ça du tout qu'ils exportent. En revanche, effectivement, il y a le numérique, il y a les services, et dans ces domaines-là, il y a des choses à faire. Alors pas forcément parce que c'est plus compliqué sur l'aspect purement tarifaire, comme le fait Donald Trump, mais du côté des normes, ça c'est la grande spécialité européenne, donc ils savent faire. Et puis effectivement du côté aussi, ça pourrait être côté judiciaire. On voit par exemple que là X pourrait potentiellement être condamné à une amende considérable, près d'1 milliard. Parce qu'il n'a pas respecté la législation européenne. Voilà, ça, ce sont aussi des façons de rétorquer aux États-Unis. Avec un petit souci quand même, c'est que les pays européens, comme toujours, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont extrêmement dépendants de l'export et pour lesquels le commerce avec les États-Unis est très important. Donc ça, c'est l'Allemagne, l'Italie, certains pays du Nord. Puis il y a des pays qui sont moins dépendants. C'est le cas de la France d'ailleurs. Nous, on est moins touchés quelque part que d'autres pays européens par cette taxe à 20%. Alors, oui, d'une certaine façon, la France est si on regarde juste en termes de PIB, de richesse, la France est relativement moins concernée parce que le commerce avec les États-Unis est relativement modeste. Le problème, c'est qu'il est concentré dans quelques produits, l'aéronautique, la pharmacie et puis l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, ça, c'est le gros sujet parce que si on prend toutes les exportations de vins et spiritueux, par exemple aux États-Unis, la moitié, c'est la France. Donc c'est extrêmement concentré sur la France et donc effectivement là la profession du cognac par exemple c'est 70 000 personnes donc c'est des masses importantes. Il y a déjà des problèmes avec les Chinois notamment pour les spiritueux et donc ça se rajoute et effectivement ça pourrait plonger dans une crise profonde ces industries-là. Alors, cela dit, ils échappent quand même à la bombe atomique qui était la menace de 200% de droits de douane qu'avait agité Donald Trump. Mais bon, ça c'est son style. Quand il avait vu que l'Europe taxait le bourbon de Jack Daniels. Quoi. Ouais, du Kentucky. Donc, du Kentucky, voilà. Donc c'est un peu la situation là aussi. Elle n'est pas forcément aussi si simple pour la France. La France, économiquement, ne dépend pas des États-Unis. C'est probablement d'ailleurs en Europe, y compris sur le plan évidemment militaire, le pays le plus souverain vis-à-vis des États-Unis. Mais en revanche, c'est très concentré sur quelques secteurs qui sont très populaires chez nous, donc l'agroalimentaire. Je n'ai pas parlé des produits laitiers, etc. Enfin, il y a tout un tas de produits. Et donc, on est aussi dans le luxe. Alors, le luxe, c'est moins... disons, un peu moins sensible parce que dans le luxe, par définition, les gens sont prêts à payer le prix. Mais enfin, si vous regardez la bourse de Paris, un tiers de sa valorisation, c'est quand même des entreprises qui sont dans le luxe et la cosmétique. Si vous ajoutez L'Oréal, LVMH et Hermès. Et donc, là aussi, il y a un sujet. Les États-Unis, c'est un pays très important pour ça. Alors, les grands comme... LVMH par exemple ou L'Oréal ont évidemment des usines aux États-Unis, mais ça ne suffira pas. Et puis pour l'instant, les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés, enfin a priori, ne devraient pas être pour l'instant concernés par les taxes douanières. Allez, merci beaucoup. Explication, c'était très clair. Signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David. Salut.